va débuter tout de suite. On a vraiment reçu plusieurs questions de votre part. Donc, on a basé la présentation sur les questions déjà reçues, mais n'hésitez pas à poser les vôtres. On va prendre le temps d'y répondre après la présentation. Absolument. Donc, effectivement, on a reçu pas mal de questions dans le cadre de ce Q&R sur l'admission des collégiens, dans le fond, sur les plans B. Pour construire une demande d'admission complète, si on veut, et puis s'assurer autant que possible d'intégrer un programme d'études à notre trimestre d'intérêt. Donc, je propose qu'on se lance tout de suite. On avait une première question ici qui nous était posée. On disait, dans le fond, je sais mon premier choix de programme, mais je ne sais pas comment choisir mes deux autres choix de programme. C'est une excellente question. Des fois, on sait vers quoi on veut se diriger, mais pour les deuxième, troisième choix, c'est sûr qu'on n'est pas obligé d'indiquer un deuxième, troisième choix, mais ça peut souvent être intéressant. Et puis, c'est ce qu'on va regarder ensemble à l'instant. Donc, dans le fond, dans la demande d'admission pour les programmes de premier cycle, on a la possibilité de faire jusqu'à 3 choix de programme. Attention, l'ordre dans lequel on indique les choix ont une incidence, il y a une importance à accorder à l'ordre. Donc, je vous l'ai présenté un peu ici. Là. On voit dans le fond qu'on a le premier choix qui est le plan A. Donc, le programme, là, la personne nous disait qu'elle savait déjà son premier choix. Ça, c'est le plan A. En deuxième et en troisième choix, on peut indiquer notre plan B et notre plan C. Et puis, par le fait même, je tiens à mentionner que les frais d'admission ne sont pas influencés par le nombre de choix. Donc, on en fasse 1 ou 3, ça revient au même frais. Donc, aussi bien faire 3 choix pour le prix d'un. Par la suite, dans le fond, il y a quelques éléments que je conseille de considérer lorsque vous établissez, dans le fond, identifier votre deuxième et troisième choix. L'élément, le premier élément, le plus important probablement, c'est vos intérêts et ou vos perspectives d'avenir. Dans le fond, parfois, on va vouloir aller dans un deuxième, troisième choix pour éventuellement se rediriger vers le premier. Et puis, le fait d'étudier dans quelque chose qui nous intéresse, c'est généralement le premier facteur qui va nous permettre d'avoir du succès dans ce programme d'études, d'avoir l'énergie et la motivation de passer le temps nécessaire là, pour faire nos travaux, étudier et puis avoir du succès dans le programme dans le but de faire grimper son rendement puis intégrer notre plan A éventuellement. Parfois, on change d'idée aussi, puis on finit par se ramasser dans ce programme-là. Donc, c'est pour ça que je vous invite à prendre en considération vos perspectives d'avenir, dans le sens où choisir un deuxième ou un troisième choix dans des programmes dans lesquels vous ne voyez pas travailler éventuellement, c'est peut-être pas excellent dans le sens où éventuellement on pourrait se retrouver avec un bac, mais dans quelque chose qui ne nous intéresse pas, c'est pas très utile en fait. Donc voilà, c'est le premier élément que je vous conseille de considérer pour ces deux raisons. Par la suite, notre admissibilité, c'est important de s'assurer qu'on est admissible au programme d'études. Ces informations figurent sur la page descriptive du programme. Sous l'onglet Admission et exigences, on peut consulter les conditions d'admission. Donc, est-ce qu'il y a des cours préalables? Si oui, lesquels? L'exigence en lien avec la maîtrise du français, par exemple. Il y a des conditions d'admission qui sont également spécifiques au programme d'études. Donc, il faut s'assurer de respecter ces conditions d'admission parce que sinon, notre candidature ne sera même pas considérée. En fait, on n'est pas admissible au programme, donc on va être mis de côté. Notre candidature sera certainement pas retenu parce qu'on n'est pas admissible. Voilà, deuxième élément à prendre en considération. Par la suite, et puis là, certains les connaissent probablement déjà, d'autres peut-être pas, donc c'est pour ça que je prends le temps d'en parler. Les programmes de majeurs et de mineurs, ils ne sont pas disponibles dans tous nos programmes d'études, mais en gros, je vous présente là, une majeure, en gros, c'est essentiellement les 2 premières années d'un programme de baccalauréat, qui est généralement 3 ans. Même chose pour la mineure, qui est à peu près la première année d'un baccalauréat qui est normalement 3 ans. C'est parfois une façon de se diriger vers notre programme d'études. Disons qu'éventuellement, on va avoir le bac, mais on pourrait faire grimper notre rendement académique dans le cadre d'un programme dont les cours sont les mêmes que le bac. Donc, c'est pour ça que je vous conseille de considérer la majeure, la mineure. Typiquement, c'est les programmes de la Faculté des arts et des sciences qui sont disponibles sous cette déclinaison. Faire attention, là, je pense par exemple au baccalauréat en informatique, sa majeure, sa mineure, les trois ont pas mal les mêmes exigences. Mais typiquement, là, la cotère du dernier année ou la cotère minimale, la majeure, la mineure, la plupart des autres disciplines, en fait, à part informatique, sont un peu moins élevées. Donc, c'est peut-être plus envisageable d'intégrer ce programme d'études. Donc voilà, c'est pour ça que je vous conseille de les considérer si c'est possible dans votre discipline. C'est définitivement une option intéressante. Finalement, pour le programme de médecine, parce que dans les questions qu'on a reçues, il y en avait beaucoup qui considéraient médecine, donc je présume que certains parmi vous sont intéressés à étudier pour devenir médecin éventuellement. J'indique dans le fond qu'on pourrait considérer des programmes scientifiques. J'ai mis un point d'interrogation parce que ce n'est pas une obligation. Ce que je veux dire par là, c'est que
Par exemple, si vous avez un diplôme études collégiales en sciences de la nature, en sciences lettres et arts, sciences de la nature, il faut l'avoir, l'orientation biologie et chimie, là, mais en tout cas, si on a la base d'admissibilité pour intégrer le programme d'études, par la suite, même si on allait étudier, je ne sais pas, on va faire un baccalauréat en études allemandes, on peut encore retourner vers médecine. Il ne faut pas nécessairement étudier dans un domaine scientifique pour pouvoir accéder à l'année préparatoire puis au doctorat en médecine. Ce n'est pas une obligation. Par contre, les programmes, on va vous partager le lien là, dans la conversation là, de la présentation. Le programme de médecine, dans la section admission et exigences au bas complètement, vous trouverez une liste de programmes de l'Université de Montréal qui vous permettent en fait de sauter l'année préparatoire du doctorat en médecine pour rentrer directement en première année du doctorat. Donc, c'est pour ça que je le mentionne. Ça peut être intéressant parce qu'éventuellement, on pourrait faire un bac avant de se diriger vers le programme de médecine, mais dans le fond, le bac serait comme 3 ans. L'année préparatoire, c'est 1 an. Donc, finalement, c'est comme un détour de 2 ans, si on veut. Donc, ça pourrait être intéressant pour ça. Il faut juste faire attention. Il faut avoir un bon rendement académique dans ces programmes-là si on veut espérer entrer en médecine éventuellement. Donc, prendre en considération que l'excellence du dossier va demeurer considérée. Donc, il faut avoir un bon rendement académique et il faut que ça respecte également le premier critère dont on a parlé, les intérêts et les perspectives d'avenir. Olivier, je me permets de t'interrompre maintenant parce que la question concerne vraiment le majeur-mineur, ce dont on a parlé au point 3. On demande, est-ce que c'est plus difficile de passer de la mineure en criminaux à la majeure en criminologie au baccalauréat en criminologie? OK, donc c'est plus difficile de passer de la mineure ou de la majeure vers le bac, c'est ça? Exact. Ouais, OK, OK. Je vous dirais que niveau difficulté, ça revient plus ou moins du pareil au même. On va le voir un peu plus tard, là. C'est sûr que la mineure est moins longue. C'est seulement 1 an, la mineure. Donc, ça nous donne moins la possibilité de suivre des crédits universitaires. Probablement que la cotère aura encore une incidence dans l'évaluation de la candidature. On va approfondir le sujet un peu plus tard. Alors que suite à la majeure, à ce moment-là, probablement qu'on ne regardera plus du tout la cotère. Ça dépend de la qualité de votre cotère, mais si elle n'est pas très élevée, peut-être que suite à la majeure, ce sera plus intéressant parce qu'on ne la regardera plus du tout. Suite à la mineure, on pourrait la regarder encore un peu. Mais autrement, là, on n'a pas de contingent particulier pour des étudiants qui viennent de la mineure et ou de la majeure. Là. Pour ça, il n'y a pas vraiment... on considère les candidats là, sur un pied d'égalité. Et j'ai quelqu'un qui demande de réexpliquer la majeure et mineure. Oui, bien sûr, bien sûr. S'il te plaît. Avec plaisir, avec plaisir. Donc, en gros, là, essentiellement, on peut partir avec le programme de baccalauréat, qui est comme le grade universitaire de premier cycle, le programme classique de premier cycle universitaire, si on veut. C'est un programme généralement composé d'une durée de 3 ans qui contient 90 crédits. Par la suite, ce programme-là est parfois décliné en 2 autres versions. Donc, une version, dans le fond, qui est comme le 2/3 du baccalauréat, donc d'une durée de 2 ans. Ça, c'est la majeure. Donc, une formation de 2 ans. Tous les cours de la majeure sont offerts dans le baccalauréat, mais on ne fait pas le baccalauréat au complet, puisque la majeure est seulement 2 ans. Même chose pour la mineure. Par contre, la mineure, c'est seulement 1 an. Donc, c'est essentiellement les cours de la première année du baccalauréat de la même discipline. Mais tous les cours de la mineure sont également offerts au baccalauréat. Je ne sais pas si ça a permis d'éclaircir un peu la situation. J'espère que oui, mais j'ai quand même une autre question par rapport à la mineure versus le certificat. Est-ce qu'on peut expliquer la différence, s'il te plaît? Oui, ben oui, effectivement, c'est vrai que je l'oubliais. Donc, en plus des baccalauréats majeurs, mineurs, on a également les certificats. Les certificats ressemblent beaucoup aux mineurs parce que tous deux ont une durée de 1 an. Par contre, ils ont quand même quelques différences. La différence la plus importante, c'est qu'un certificat n'est pas rattaché à un programme de baccalauréat. Donc, un certificat, c'est une formation indépendante versus la mineure, qui est comme la première année d'un baccalauréat. Sinon, typiquement, on va avoir tendance à retrouver l'offre de cours des certificats offert plus de soirs et de fins de semaine versus les cours de la mineure offert plus de jours de semaine. Mais il y a des exceptions à cette règle-là. C'est comme une ligne directrice là, avec ces exceptions. Mais c'est surtout ça, la différence principale, c'est que le certificat est un programme indépendant versus les cours de la mineure qui sont également offerts dans un programme de baccalauréat. Donc, voilà, essentiellement, donc c'est pour ça que c'est intéressant de considérer la majeure ou la mineure de la discipline si disponible, parce que ça nous permet de suivre les cours de notre programme d'intérêt tout en ayant l'occasion de faire grimper son rendement académique dans l'objectif d'intégrer le dit programme.
Donc, voilà. Et puis finalement, juste pour conclure là, par rapport aux stratégies là, pour faire nos choix de programme, donc dans les éléments qu'on mentionne ici, c'est certain que pour le plan A, par exemple, avoir l'admissibilité, c'est important, avoir tous les cours préalables et tout ça. Par contre, si vous allez voir sur la page descriptive du programme, vous pourriez prendre connaissance là, de la cotère du dernier admis, qui est en fait la cotère du dernier étudiant à avoir intégré le programme d'études au trimestre précédent, donc à l'automne 2020. Ça, cette valeur-là, elle est à titre indicatif. Elle peut autant monter que baisser l'année suivante. Donc, moi, je vous dirais, si vous êtes relativement proche de la cotère du dernier admis, allez-y, là. Si c'est votre premier choix, étiquetez-le comme plan A. Par contre, pour le plan C, c'est ça que je mentionne ici, là, pour le troisième choix, je vous conseillerais de prendre un programme dont la cotère du dernier admis ou la cotère minimale est assez en dessous de votre cotère à vous, juste pour être certain que ce soit comme un plan sûr, si on veut. Donc, on peut prendre des risques, là, puis tenter le tout pour le tout. Pour le premier, deuxième choix. Pour le troisième choix, je vous conseillerais de la jouer plus sécure, si on veut, pour vous assurer d'intégrer un programme d'études à votre trimestre d'intérêt, qui est probablement automne 2021, là, celui qui s'en vient. Donc voilà, ça ressemble à ça pour ma réponse à la première question. Si on n'a pas d'autres questions de la part du public, je vous propose qu'on se dirige à la prochaine question qu'on avait reçue préalablement, qui nous demande en fait quels sont les outils disponibles pour établir un plan B. C'est une excellente question. Il y en a plusieurs outils qui sont disponibles. Tout d'abord, on a Affinity, qui est un outil qui nous permet, dans le fond, de découvrir des programmes d'études en cohérence avec nos champs d'intérêt ainsi que notre parcours académique. Donc, on saisit les renseignements concernant notre parcours, concernant nos intérêts, puis ça nous donne nos matchs, si on veut. Donc, c'est super utile, super pratique. Donc, je vous conseille définitivement de l'utiliser pour prendre connaissance de programmes dont vous n'auriez peut-être pas pensé. Je pense au baccalauréat en neurosciences cognitives, par exemple, qui est un peu moins connu que le baccalauréat en psychologie. Pourtant, les deux se ressemblent énormément. Ils ont plusieurs cours qui sont offerts en commun. Le baccalauréat en neurosciences cognitives est un peu plus axé vers la neuropsychologie, mais les deux programmes ont beaucoup de points communs. Donc, si vous êtes intéressé par la psycho, vous pourriez être intéressé par le baccalauréat en neurosciences cognitives, mais peut-être que vous ne le connaissiez pas. Donc, Affinity pourrait vous permettre de découvrir ce genre de programme d'études. Même chose pour Cursus. Cursus, dans le fond, prend seulement pas en considération votre parcours académique. Donc, il regarde seulement vos champs d'intérêt et essaie de trouver les programmes en cohérence avec vos intérêts. Dans le fond, Cursus s'applique là, si vous avez des études universitaires, parce qu'Affinity est disponible seulement quand on n'a que des études préuniversitaires. Par la suite, on a le comparateur de programmes qui nous permet de comparer deux programmes d'études. Donc, par exemple, là, si vous préférez étudier à temps partiel, par exemple, vous pourriez comparer deux programmes, voir comment, oui, lui est offert seulement à temps plein, l'autre à temps plein et à temps partiel. Donc, ça pourrait influencer votre choix de voir le côte à côte, les différents qualificatifs, les différentes particularités. Également, ça vous permet de comparer l'offre de cours. Donc, par exemple, dans le comparateur de programme, on pourrait se rendre compte qu'il y a beaucoup de cours en commun entre le baccalauréat en psychologie et celui en neurosciences cognitives. Également, encore une fois, pour rester dans le domaine de la psychologie, on a le baccalauréat en psychologie et sociologie. Donc, vous vous dirigez vers ce programme d'études, mais que vous avez un petit penchant pour la psycho, vous pensez peut-être vous diriger vers le baccalauréat en psychologie. Vous pourriez utiliser cet outil pour, dans vos choix de cours, prioriser les cours offerts également dans le baccalauréat en psychologie. Donc, toutes sortes d'utilités comme ça. Que vous offre le comparateur de programme. Donc, ça peut être super intéressant également. Sinon, on a le moteur de recherche qui est dans le fond une liste exhaustive de tous nos programmes disponibles au premier cycle. Mais par la suite, vous avez des critères de recherche sur la gauche qui vous permettent de raffiner, par exemple, je ne sais pas moi, des programmes avec possibilité de stage, par exemple, des programmes disponibles au trimestre d'hiver. Mettons que disons que vous voulez faire application au trimestre d'hiver. Donc, différents éléments comme ça, ça peut être très utile pour trouver des programmes en cohérence avec vos critères de recherche. Et finalement, on a également nos vidéos sur demande, donc toutes sortes de webinaires comme celui-ci qui a été réalisé, qui sont disponibles en rediffusion sur notre site Internet. Ça peut vous aider là, à vous guider, surtout et particulièrement des témoignages d'étudiants et d'étudiantes qui font des témoignages sur leur programme d'études. Donc, ils vous parlent de comment ils se sentent à travers ce programme-là, ce qu'ils aiment, les points forts et tout ça. Donc, ça pourrait vous permettre de découvrir des programmes d'études et de voir lesquels sont en cohérence avec ce qui vous intéresse finalement. Donc voilà, les outils qui sont disponibles pour trouver votre plan B parfait.
Si vous voulez, on peut déjà plonger sur la troisième question. On nous demandait sur quoi vous basez-vous au moment de choisir ceux et celles que vous admettez dans vos programmes d'études. Donc, ici, dans le fond, on va parler un peu de la sélection des dossiers de candidature parce que c'est ce qui va nous permettre de déterminer en fait là, ce qu'on regarde pour déterminer à qui on envoie un avis d'admission et à qui, malheureusement, on envoie un avis de refus. Tout d'abord, dans le fond, il y a une distinction à faire entre les programmes dont la capacité d'accueil est limitée versus les programmes dont la capacité d'accueil est non limitée. Limités, on les appelle contingentés en général, et non limités, c'est les non contingentés. Dans le fond, pour les programmes dont la capacité d'accueil est non limitée, on va d'abord regarder le dossier de candidature et puis s'assurer que le candidat ou la candidate a la base d'admissibilité nécessaire pour accéder au programme d'études. La base d'admissibilité, en général, c'est un diplôme, en tout cas des études qui ont été faites. Dans votre cas, c'est probablement votre diplôme d'études collégiales. Donc, avec un diplôme d'études collégiales, on a accès à nos programmes de premier cycle. À quelques exceptions près, mais ça ne vaut même pas la peine de les mentionner. Là. À la grande majorité de nos programmes d'études, vous y avez tous accès avec votre diplôme d'études collégiales. Donc, une fois qu'on constate que le diplôme, on passe à la prochaine étape, qui est la satisfaction des conditions d'admission. Les conditions d'admission peuvent varier d'un programme d'études à l'autre. J'ai noté ici ceux qu'on retrouve le plus souvent. Donc, les cours préalables. Ce n'est pas tous les programmes qui en ont, mais parfois, il faut avoir suivi certains cours de mathématiques pour se diriger vers le baccalauréat en informatique, par exemple. On a également les conditions d'admission en lien avec la maîtrise de la langue française, quoique le fait d'avoir obtenu un diplôme collégial en français permet de satisfaire cette condition. Il y a également l'atteinte de la cote de rendement minimale. Donc, les facultés ont déterminé que leurs étudiants doivent avoir une cotère d'au moins une certaine valeur qui varie d'un programme à l'autre. Par la suite, il y en a d'autres. Ça peut être de se présenter à certaines entrevues, faire certains tests, différents éléments comme ça. Si on passe le test, là, après ces deux étapes, on est considéré comme un candidat admissible. Et pour un programme dont la capacité d'accueil est non limitée, on va recevoir un avis d'admission. On est admissible et puis on envoie l'avis d'admission parce que dans un programme dont la capacité d'accueil est non limitée, on reçoit moins de demandes d'admission qu'on a de places à combler. Donc, on envoie un avis d'admission à tous les candidats admissibles. Versus les programmes dont la capacité d'accueil est limitée. Ces programmes-là, dans le fond, on reçoit plus de demandes d'admission qu'on a de places à combler. Donc, dans ce cas-ci, on va devoir faire une sélection parmi nos candidats admissibles. Et c'est ça, la troisième étape, qui est l'élaboration de la liste d'excellence. Donc, en gros, une fois qu'on a nos candidats admissibles, on va les classer là, en ordre d'excellence, donc du rendement le plus élevé jusqu'au plus faible. Et par la suite, on envoie des avis d'admission pour autant d'avis d'admission qu'on a de place à combler. Par la suite, on attend la réponse des candidats. Donc, on fait une offre d'admission, on attend la confirmation là, qui dit que la personne est intéressée par cette place. C'est pour ça qu'il est super important d'aller accepter votre offre d'admission. Et puis, par la suite, suite au refus des avis d'admission, on continue dans la liste d'excellence à envoyer des offres d'admission pour combler toutes nos places. Et puis, on arrête d'envoyer des avis quand toutes les places sont comblées. Donc, ça ressemble essentiellement à ça. Donc, par exemple, le baccalauréat en psychologie, je pense que c'était ça la question fondamentalement. C'est un programme dont la capacité d'accueil est non limitée. Donc, c'est à travers ces trois étapes qu'on va sélectionner les dossiers de candidature qui seront retenus. Donc voilà, par la suite, déjà la prochaine question, on nous demandait, est-il possible de rentrer à l'université pour améliorer notre dossier, pour ensuite se diriger vers le programme que l'on voulait à la base? On l'a déjà un peu mentionné préalablement, vous avez probablement deviné que la réponse est oui. Pour répondre à cette question avec précision, je propose qu'on aborde un peu l'importance relative du rendement académique et puis un peu sur quoi on va se baser pour déterminer, dans le fond, la qualité du dossier pour évaluer le rendement académique. Tout d'abord, pour un candidat qui n'a que des études collégiales, on va regarder en fait la cotère, simplement. Donc, on prend la cotère qui nous est transmise par le cégep, et puis c'est ça la valeur là, qui est associée au dossier. On va parfois la modifier un petit peu là, en fonction de, je pense aux candidats pour le programme de médecine qui ont obtenu leur diplôme d'études secondaires en région. Il y a une bonification qui est appliquée. Certains éléments comme ça, on va jouer un peu avec, là, mais essentiellement, on garde la cotère comme ça. Il y a juste quand quelqu'un a 2 DEC, donc a obtenu 2 diplômes d'études collégiales, à ce moment-là, on va prendre simplement la meilleure cotère, donc la plus élevée, et puis on va simplement y introduire les cours préalables s'il y a lieu. Donc, par exemple, si quelqu'un a fait sciences nat, puis sciences humaines, et puis ensuite il veut se diriger vers un programme
je sais pas moi, le baccalauréat en informatique, puis que ça, disons que sa cotère la plus élevée, c'était en sciences humaines, bon, on va prendre cette cotère-là. Par contre, pour le baccalauréat en informatique, on demande des préalables de mathématiques qui ont été suivis en sciences de la nature. Donc, on va juste prendre les cotères associées aux 3 cours de maths, on va les ajouter à la cotère de sciences humaines, qui était la cotère la plus élevée, et c'est ça la valeur qu'on va considérer. Donc voilà, pour les candidats avec uniquement des études collégiales. Par la suite, on a également les candidats avec études collégiales et universitaires. Donc, le passage se fait plus ou moins de façon progressive là, dans la qualité du dossier qui est considéré. Donc, tout d'abord, quand on a des études collégiales et des études universitaires et qu'on a suivi moins de 12 crédits universitaires, l'évaluation de la candidature se base sur la cotère. Donc, dans le fond, on demeure un candidat collégien, même si on a entamé des études universitaires. Donc, à ce moment-là, les études universitaires n'ont pas d'impact dans l'évaluation de la candidature. À partir du moment où on a suivi 12 crédits universitaires ou plus, j'aurais dû mettre supérieur ou égal, à ce moment-là, on va commencer à considérer le rendement universitaire. Dans le fond, 2% de l'évaluation de la candidature va dépendre sur le rendement universitaire. 2% par crédit universitaire. Excusez-moi, c'est dur à expliquer, c'est dur à comprendre aussi. Donc, pour chaque crédit universitaire, on considère le rendement universitaire va peser pour 2% de l'évaluation de la candidature. Je vous donne un exemple, c'est plus clair comme ça. Par exemple, si vous avez suivi 30 crédits universitaires, 30 crédits fois 2%, ça donne 60%. Donc, ça veut dire 60% de l'évaluation de votre candidature va dépendre de votre rendement universitaire et la différence, donc 40%, va dépendre de votre rendement collégien. Puis finalement, là, dans la même logique, à partir du moment où on a suivi 50 crédits universitaires, 50 crédits fois 2%, ça donne 100%. À ce moment-là, 100% de l'évaluation de la candidature dépend du rendement universitaire. Donc, c'est à partir du moment où on a suivi 50 crédits universitaires qu'on ne considère que le rendement universitaire et on ne regarde plus le rendement du cégep. Par contre, là, à prendre en considération que si on a suivi des cours préalables au cégep, ils fonctionnent encore. C'est juste que les notes obtenues n'auront plus d'impact dans le calcul du rendement académique. Donc voilà, ça ressemble essentiellement à ça. Là. Donc, je sais que c'est un peu complexe, mais tout ça pour dire que oui, on peut entreprendre des études universitaires dans le but d'améliorer son rendement académique. Donc, c'est une stratégie pour tranquillement effacer sa cotère. Mais une autre stratégie serait également de faire un deuxième deck, parce qu'à ce moment-là, on va prendre les notes du meilleur deck. Par la suite, prochaine question. Comment fonctionne un changement de programme et après combien de sessions pouvons-nous le faire? Par exemple, de kinésiologie à ergothérapie. C'est une excellente question. Donc ça, ce serait dans le cas, d'après ma compréhension, là, ergothérapie serait le premier choix, kinésiologie serait le deuxième choix. Puis on se dit, une fois que je suis en kinésiologie, est-ce que je peux changer pour aller en ergothérapie? C'est une excellente question. Donc, dans le fond, à noter que le changement de programme est pratiquement identique à une nouvelle demande d'admission. Donc, c'est le même formulaire. C'est pratiquement identique. Il y a juste une question qui va changer. Par la suite, un changement de programme, ça nous permet de quitter notre programme actuel sans en obtenir le diplôme pour en intégrer un nouveau. Donc, ce serait vraiment le contexte où on quitte kinésiologie sans obtenir de baccalauréat en kinésiologie dans le but d'intégrer le baccalauréat en ergothérapie. Dans ce cas de figure, à la fin du formulaire d'admission, on paiera des frais de 29,25 $, des frais de changement de programme, plutôt que 105,50 $, les frais d'une nouvelle demande d'admission. C'est possible de faire le changement de programme. C'est ce qui répond vraiment à la question. C'est possible de faire un changement de programme à chaque trimestre d'admission. Ergothérapie est ouvert une fois par année à l'automne, donc on pourrait essayer une fois par année à chaque admission à l'automne. D'autres programmes d'études sont ouverts à l'automne et à l'hiver. Il y a même des programmes qui sont ouverts à l'été. Donc, à ce moment-là, on peut, dans le fond, s'essayer à chaque trimestre d'admission, dans le fond. Chaque trimestre où le programme est disponible. Donc, voilà, il n'y a pas de limite, là. Il n'y a pas un maximum de fois qu'on peut appliquer pour le programme ou quoi que ce soit, là. C'est all you can apply. Si vous me permettez l'expression. Et puis finalement, dans le cas de refus, là, parce que c'est souvent une question qui revient, là, si jamais on fait une demande de changement de programme, mettons, je suis en kinésiologie, j'applique en ergothérapie, puis finalement, je suis refusé. À ce moment-là, on va simplement poursuivre notre parcours en kinésiologie comme si de rien n'était. Au contraire, si on est admis, ce qui serait la bonne nouvelle, à ce moment-là, dans le fond, on va terminer l'année, puis rendu au trimestre d'admission, on va quitter kinésiologie, puis notre dossier d'études va s'ouvrir pour ergothérapie. Donc, voilà comment ça se déroule.
Juste un petit astérisque ici. Certaines restrictions s'appliquent pour le doctorat de premier cycle en médecine et son année préparatoire. Ce qui nous amène à la prochaine question. Oh non, excusez-moi, pardon. J'avais juste illustré ici, je vous disais dans le fond que le changement de programme est pratiquement identique à une nouvelle demande d'admission, à une exception près. C'est ça ici ce que j'ai mis dans l'encadré. Donc, dans une demande de changement de programme, on va se faire poser cette question-là. Il faut répondre non. Donc, dire non, je ne souhaite pas terminer ce programme d'études si je suis admis dans celui-ci, essentiellement. Donc, c'est ça la toute petite nuance. Donc, tout le formulaire est identique. Et là, j'arrivais à notre prochaine question qui est revenue plus d'une fois dans les questions qui nous avaient été posées. Donc, si nous voulons entrer dans un programme pour ensuite transférer en médecine, devons-nous finir notre programme initial ou pouvons-nous transférer après la première année? Tellement une bonne question parce que médecine a une particularité. Donc, je vais prendre le temps de regarder ça avec vous. Ça devient quand même technique, mais je veux dire, la question est revenue plusieurs fois, donc je vais prendre le temps d'explorer le tout avec vous. En gros, je vais commencer par vous présenter, dans le fond, les catégories de candidats. C'est un copier-coller de la page descriptive du programme sur l'onglet Admission et exigences. C'est des extraits, OK? J'ai gardé ce qui nous permettait de répondre à la question, mais j'ai enlevé des segments, là, donc pour en prendre connaissance dans son entièreté, je vous invite à consulter la page descriptive du programme. Dans le fond, pour les deux catégories, j'ai relevé la catégorie des collégiens. Donc, un collégien, c'est toute personne qui est titulaire d'un DEC ou qui est en voie de l'obtenir et qui n'a suivi aucun crédit universitaire ou qui a suivi moins de 12 crédits universitaires à la date limite fixée pour le dépôt de la demande d'admission. Donc, en gros, on est collégien tant qu'on n'a pas suivi 12 crédits universitaires à la date limite du dépôt de la demande d'admission. Par la suite, un candidat universitaire, c'est un candidat ayant complété ou en voie d'obtenir au moins un premier grade universitaire. Un grade universitaire, on va dire diplôme de baccalauréat ou de doctorat de premier cycle. Donc, dans le fond, c'est ça l'enjeu. C'est vraiment une particularité seulement pour médecine. Il n'y a aucun autre programme qui a ce genre de restrictions. Pour médecine, dans le fond, un candidat universitaire doit avoir un grade universitaire. Ce qui fait en sorte que si on a moins de 12 crédits universitaires, on est collégien, on est admissible. Mais si on a plus de 12 crédits, il nous faut le bac au complet ou être en voie d'obtenir pour être admissible à nouveau. Ce qui m'amène à parler de la date limite fixée pour le dépôt de la demande d'admission, parce que c'est à cette date-là, dans le fond, qu'il faut avoir suivi moins de 12 crédits. Et vous allez voir, tout ça va prendre tout son sens dans un instant. En gros, dans le fond, les dates limites pour fixer le dépôt de la demande, la date limite fixée pour le dépôt de la demande d'admission varie en fonction du parcours des étudiants, dans le fond. Si on n'a fait que des études collégiales au Québec, la date limite, c'est le 1er mars 2021. C'est probablement votre cas, donc dépêchez-vous. Il reste comme 2 semaines pour déposer la demande. Pour ceux qui ont fait des études hors Québec ou à l'université, la date, c'était le 15 novembre 2020. Ça fait déjà un moment. Donc, dans le fond, à cette date-là, pour vous, la date, c'est le 1er mars. Vous aviez suivi moins de 12 crédits, vous êtes collégien, vous êtes admissible. Par contre, imaginons que vous intégrez un programme d'études à l'automne 2021 qui n'est pas médecine. Disons que vous êtes admis dans votre deuxième choix. Ce serait le pire cas de figure. J'imagine que votre souhait, c'est d'intégrer le programme de médecine et je vous le souhaite. Par contre, éventuellement, si vous étiez seulement admis à votre deuxième choix, à ce moment-là, vous intégreriez un programme d'études en septembre 2021. Et à ce moment-là, si vous voulez vous réessayer pour l'année suivante, la date limite devrait être là, autour du 15 novembre 2021. Les dates officielles ne sont pas encore sorties, mais ça devrait être dans ce coin-là. À cette date-là, on va se demander, est-ce que vous avez suivi 12 crédits universitaires? Parce que c'est 12 crédits universitaires à la date limite fixée pour le dépôt de la demande d'admission. Quand on se pose cette question-là, on ne considère pas les crédits en cours. Tout ça pour dire que, en date du 15 novembre 2021 ou autour de cette date-là, vous ne serez pas encore candidat universitaire si vous n'avez que des études collégiales faites au Québec avant ça. Parce que vous aurez des crédits en cours, mais aucun crédit suivi, là, aucun trimestre terminé. Donc, à ce moment-là, vous serez encore dans la catégorie des collégiens et donc encore admissible pour médecine. Par contre, l'année suivante, si jamais ça ne marche pas cette année-là, l'année suivante, là, vous aurez là, derrière vous une année complète, 30 crédits. Donc, à ce moment-là, à partir du moment où c'est plus que 12, là, on doit obtenir le grade universitaire. Donc, voilà, c'est pour ça la réponse est nuancée. J'essaie de vous présenter un peu d'où ça vient, mais en gros, j'ai résumé ici. Donc, pour un étudiant avec uniquement des études collégiales faites au Québec, c'est possible de se diriger vers le programme de médecine après la première année d'études universitaires à cause de cette nuance-là, qu'on n'a pas encore suivi les 12 crédits ou les 15 crédits au premier
à la date limite fixée pour le dépôt de la demande d'admission. Mais attention, comme vous aurez des études universitaires, vous devrez respecter la date limite pour les candidats inscrits à l'université. Et finalement, si jamais ça ne marche pas cette année-là, il faudra obtenir le grade universitaire de premier cycle pour redevenir admissible au programme de médecine. Oui, Sonia, je vois que tu as ouvert ton écran. J'espère que c'est compréhensible, mon histoire. Oui, tout à fait. Mais il est déjà passé 15 heures. J'ai reçu plusieurs questions de nos participants. Parfait. Donc, je propose qu'on passe aux questions qu'on a reçues. Avec plaisir, avec plaisir. D'accord. Donc, ici, j'ai une question-ci. On peut faire 2 demandes d'admission pour la même session. C'est une très, très bonne question. Le seul cas de figure où ce serait possible, c'est si on dépose une demande d'admission, une pour le premier cycle et une pour les cycles supérieurs. Parce qu'on ne peut pas déposer plus d'une demande d'admission pour un même trimestre et un même cycle. Donc, on ne pourrait pas déposer 2 demandes d'admission au premier cycle pour l'automne 2021. Pour la deuxième demande, il faudra attendre au moins l'hiver 2022. Merci beaucoup. Et est-ce qu'il est possible d'appliquer pour un même programme, mais qui se donne au campus Laval et au campus de Montréal? Oui, c'est vrai, je ne l'ai pas mentionné dans les stratégies, mais ça, c'en est un bon deuxième, troisième choix. Ce n'est pas toujours possible, mais je pense à sciences infirmières, certains programmes d'enseignement également. C'est offert aux 2 campus, effectivement. Je conseille de mettre votre campus préféré en premier choix, puis l'autre campus en deuxième choix. Ça maximise vos chances d'intégrer un programme d'études. C'est une excellente question. Et est-ce qu'il est possible de tenir un bac par cumul avec certains certificats? Absolument, absolument. Donc, un bac par cumul, c'est un baccalauréat par cumul de formation. En gros, comme on l'a mentionné plus tôt, je vais juste arrêter de partager mon écran, donc plus besoin de ça. Comme on l'a mentionné plus tôt, un baccalauréat en général, c'est 90 crédits. Et pour obtenir un baccalauréat par cumul, c'est ça l'objectif. Il faut cumuler 90 crédits également. Donc, ça peut être soit en combinant 3 mineurs, 3 certificats, une mineure et une majeure, un certificat et une majeure, 2 certificats et une mineure. Toutes les combinaisons sont possibles pour avoir 90 crédits. Donc, c'est ça. Combien de crédits sont les majeurs et les mineurs pour avoir un cumul de 90 crédits? Dans le fond, oui. C'est une très bonne question. Une majeure, c'est 60 crédits et une mineure, c'est 30 crédits. Baccalauréat, 90 en général. Parfait. Et une question ici sur la cotère. Est-ce que c'est mieux, si la cotère est bonne, est-ce que c'est mieux de faire une mineure pour ne pas avoir beaucoup de crédits universitaires? Est-ce que ce serait comme en deuxième choix, ça? J'ai pas de détails. Si la personne qui a posé la question pouvait donner plus de détails, on pourra y revenir à ce moment-là. Ouais, je sais pas dans quelle. J'ai pas de circonstances en tête où je suis comme oui, ça vaut définitivement la peine de faire une mineure. Tout dépend de à quel moment. Si on fait un baccalauréat, mais qu'on demande un changement de programme après la première année, ça revient comme au même. Fait que je sais pas si c'était pour rentrer en médecine, mais à ce moment-là, c'est vraiment le même principe. Là. Un trimestre, en général, c'est 15 crédits dans un bac ou dans une mineure. Donc, je dirais que ça ne change pas grand-chose, pour être bien honnête. D'accord. Et encore des questions sur la majeure et mineure. Hein, Bien sûr! Est-ce qu'il faut avoir terminé l'un ou l'autre pour rentrer dans le bac? Non, pas nécessairement. On n'est pas tenu de terminer notre programme précédent. En tant pour médecine, où il faut avoir les grades, on n'est pas tenu de terminer le programme précédent pour intégrer le suivant. Donc, ça ne dérange pas. Vous pouvez quitter après le premier trimestre puis intégrer un autre programme. Ça ne dérange pas. D'accord. Et la personne qui nous avait posé des questions sur criminologie en début de présentation nous demande si les candidats de la catégorie transfert sont évalués avec les autres universitaires en criminologie. OK, on a une catégorie transfert en criminologie. J'avoue que là, je me mets à douter. Je ne suis pas certain. C'est souvent des cas particuliers. Je dirais qu'ils sont considérés en dehors des universitaires, puis seulement entre gens qui proviennent de criminologie. Mais j'inviterais cette personne-là à communiquer avec notre service pour qu'on prenne le temps d'explorer la situation. J'aurais peur d'induire en erreur en ce moment. D'accord. On va vous partager les liens dans la section conversation. Désolé, mais je ne voudrais surtout pas nuire au parcours. Ce serait pire que d'informer. Parfait. Et si la personne reçoit une offre d'admission et qu'elle change d'idée, est-ce qu'elle peut changer d'idée? Ouais, c'est un peu compliqué. Je vous dirais là, que vraiment l'idéal, c'est de faire votre plan quand vous déposez votre demande d'admission.
il existe la possibilité de demander à modifier la demande d'admission pour changer les choix. D'abord, ça entraîne des frais de 35 $. Ce n'est pas toujours possible. Faut respecter la date limite du dépôt de la demande d'admission. C'est un peu délicat. Je dirais que l'idéal, c'est vraiment de faire votre plan final et définitif là, au moment de soumettre votre demande d'admission. Merci. Et ici, j'ai quelqu'un au cégep qui veut savoir si c'est possible d'entrer en arts et sciences dans le but d'entrer dans un programme contingenté. Oui, la mineure en arts et sciences est souvent intéressante. Là, dans le fond, la mineure en arts et sciences nous permet de choisir 2 orientations. Donc, si vous hésitez entre 2 programmes d'études, d'abord, ça peut être super intéressant d'intégrer la mineure en arts et sciences pour essayer un peu des deux. Sinon, c'est un peu comme le principe de mineur majeur. Là. On pourrait suivre, dans le cas de la mineure en arts et sciences, des cours du programme visé. Donc, ça nous permettrait d'augmenter la qualité de notre dossier tout en nous avançant dans notre programme d'intérêt. Effectivement, ça pourrait fonctionner. Et quelqu'un qui veut savoir, c'est quoi l'année préparatoire à l'UDM? C'est une bonne question. On en a 2, en fait. On a une année préparatoire aux études universitaires qui est disponible pour les étudiants qui n'ont pas de diplôme d'études collégiales ou une formation jugée équivalente pour justement aller chercher à peu près l'équivalence d'un DEC. L'autre, c'est l'année préparatoire au doctorat en médecine, qui est le passage obligé. Dans le fond, tout le monde doit faire l'application à l'année préparatoire au doctorat en médecine. Lors de l'évaluation de la candidature, on pourrait par contre admettre directement au doctorat. D'après ma compréhension, à l'année préparatoire au doctorat en médecine, on apprend le corps humain quand tout va bien. Et puis à partir de la première année du doctorat, on se met à voir quand il y a des pathologies qui se manifestent, n'est-ce pas? C'est le principe d'être médecin. Parfait. Ensuite, si je suis refusée dans mes 3 choix, est-ce que j'ai un plan B? C'est une excellente question également. C'est quelque chose que j'allais aborder tout de suite après. En fait, là, oui, il existe la possibilité de faire un choix subséquent, donc d'ajouter gratuitement un choix de programme à notre demande d'admission, toujours pour le même trimestre visé. C'est sûr que je vous conseillerais de faire votre plan initial sans penser à cette option supplémentaire parce que ce n'est pas 100% des programmes qui sont disponibles à cette étape-là. Il y a certains programmes qui ne le sont plus parce qu'ils sont déjà complets. Mais éventuellement, effectivement, on ne vous laissera pas. Là. On est convaincu que tout le monde a sa place à l'Université de Montréal. Donc, si jamais vous retrouvez les mains vides, on va vous offrir la possibilité d'ajouter un choix de programme, définitivement. D'accord. Et si je suis en droit dans une autre université, est-ce que je peux transférer à l'UDM? Oui, ça aussi, c'est la catégorie transfert, encore une fois, qui se présente. C'est tout à fait possible. Il suffit de déposer une demande d'admission pour le baccalauréat en droit de façon régulière. Dans la section notes additionnelles, vous pourriez préciser, je suis présentement, dans le fond, ce serait pour un transfert d'une université à l'autre. Mais oui, il y a la possibilité. C'est seulement pour les doctorats de premier cycle que si on est admis dans une autre université québécoise, on ne peut plus être admis dans les autres. Par exemple, si on commence pharmacie à l'Université Laval, on ne pourrait pas intégrer pharmacie ici parce qu'on l'a déjà intégré à l'Université Laval. Merci beaucoup. Donc, pour l'instant, je n'ai pas d'autres questions. Génial! Poursuivre avec la dernière question de la présentation qui est très pertinente à ce moment-ci. Tellement pertinente, je partage ça à l'instant. On revient là où on était, je crois. Ça, on vient de se faire poser le plan B, on a la possibilité de faire un choix subséquent. Et s'il y a quelqu'un qui nous avait demandé s'il y a des gens disponibles pendant l'admission pour aider. Et puis, absolument, la réponse est oui. Tout d'abord, si vous avez des questions en lien avec l'admission, sachez qu'il y a une bulle comme celle-ci un peu partout sur notre site Internet, notamment dans le formulaire de demande d'admission. Donc, pendant nos heures d'ouverture du lundi au vendredi de 9h30 à 16h30, vous pouvez clavarder avec nous, notamment directement dans le formulaire, ce qui peut être très utile. Vous pouvez également communiquer avec nous par téléphone via le formulaire de demande d'information et puis nous envoyer un courriel également. Sinon, il y a aussi la possibilité de communiquer avec des étudiants ambassadeurs et des étudiantes ambassadrices pour explorer un peu plus de la vision étudiante de l'Université de Montréal. Donc, voir comment c'est dans tel programme d'études ou comment ça se passe, avez-vous des conseils, tout ça. Donc, ils sont disponibles également. Le lien va être dans les commentaires de la réunion. Sinon, c'est un peu redondant. Là. On parlait des questions, donc contactez le service d'admission, on vient tout juste de le dire. Sachez que la semaine prochaine, on a un webinaire un peu comme celui-ci pour questions-réponses sur l'admission pour les collégiens, finaliser le dépôt de sa demande avant le 1er mars. Donc, pour des petites questions de dernière minute, là, ce sera l'occasion parfaite. Donc, vous êtes formellement invités si jamais ça vous intéresse. On a également une foire aux questions avec des questions qui nous sont fréquemment posées. Si jamais je vous invite à y jeter un coup d'œil. Sinon,
Sinon, je vous invite à rester connecté avec nous via notre page Instagram. Dans le fond, vous allez pouvoir revivre le début des études universitaires de différentes étudiantes et étudiants. De plus, suivre l'évolution de l'admission. On va venir au courant là, de comment ça progresse, l'évaluation des candidatures. Et puis, on va également y présenter les différents événements qui s'en viennent. Donc, ça vaut définitivement la peine. Je vous invite à aller vous abonner à la page @umontréal.futurétudiant. Et voilà, il ne me reste plus qu'à vous dire merci et puis à vous souhaiter un bon formulaire de demande d'admission. Probablement que c'est encore devant vous. Il faudra déposer la demande au plus tard le 1er mars, donc n'oubliez pas. Et puis, si vous avez des questions, ce sera un plaisir d'y répondre.